c'est la partie sur laquelle la presse générale a beaucoup communiqué, qui est tout ce qui est contrat de travail et contentieux. Et donc là, on a tout un objectif de sécurisation qui a été voulu par le gouvernement pour aider les entreprises, quelles qu'elles soient, y compris les plus petites, à se sortir d'abord de leur apporter plus de sécurité, c'est-à-dire qu'au moment où elles embauchent quelqu'un, qu'elles ne pensent pas que le contentieux leur échappe, parce qu'elles ont toujours tendance à penser qu'elles vont être condamnées à des sommes absolument hallucinantes, qui sont en plus pas les mêmes selon les régions. Et en plus, comment se sortir dans une cadre d'une procédure de licenciement, comment on peut aider une entreprise à rédiger sa lettre de licenciement. Alors, sans pour autant, effectivement, passer par nous, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Dans les plus petites entreprises, ce que les ordonnances ont apporté, c'est effectivement des modèles de lettres. Alors, je vous en ai mis 2, on ne va pas les lire, mais sachez qu'il y en a 6. Donc, évidemment, il y en a 3 qui concernent le licenciement économique, 3 qui concernent le licenciement pour motif personnel, donc disciplinaire ou non. Et à part l'inaptitude, parce que c'est vraiment quelque chose qui est totalement, qui a fait appel à des règles très spécifiques, donc on les a mis à part. Et juste un détail, d'abord on n'est pas obligé de les utiliser, hein. Vous pouvez les regarder et vous en inspirer, mais vous n'êtes pas du tout obligé de les utiliser. Donc c'est vraiment, faut voir vraiment ça comme un outil pédagogique et d'assistance. Et ensuite, elles vont être publiées non plus par décret, parce que c'était un petit peu long en termes de procédé législatif. Maintenant, ça va être arrêté par arrêté, qui sera beaucoup plus rapide. Il y a déjà des choses qui vont être modifiées, parce qu'il y avait des petites erreurs. Elles ont le mérite d'exister. Et je vous les montre juste pour vous montrer ce qui est en bleu. C'est l'aide. Vous voyez, donc c'est pas seulement des modèles. C'est des modèles didactiques où on appelle l'attention de l'employeur sur des choses. Et donc, quand on voit, vous voyez, si vous lisez véritablement ces lettres, bah, vous avez toutes les informations, et ça peut aller jusqu'à, voilà comment, en cas de remise en main propre, la lettre doit être établie en double exemplaire. Alors ça, il faut se méfier. Vous voyez, je vous signale juste un point important, parce que ça, c'est vraiment embêtant. C'est pas faux, hein, ce qu'ils ont écrit, mais c'est lourd de conséquences. Je m'arrête une seconde là-dessus. La lettre de licenciement, ils ont considéré, et c'est dans tous les modèles, hein, donc gardez-le en tête. La lettre de licenciement, ils ont dit qu'elle pouvait être envoyée en recommandé avec avis de réception. Ça, on sait que c'est vrai, puisque c'est la loi qui le dit. Mais on sait aussi que vous pouvez la remettre, on ne le fait jamais, et je vous ai expliqué pourquoi, on peut aussi la remettre en main propre contre récépissé. Et c'est ce que dit le formulaire CERFA. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas grave de faire ça. Sauf que si vous faites ça, vous ne pouvez plus transiger après. Parce qu'une transaction valable, il faut que la lettre ait été envoyée en recommandé d'une part, et deuxièmement, que le salarié soit allé la chercher à la poste. Donc si vous faites ça, comme vous dit le CERFA, bah, vous n'avez plus la possibilité de faire une transaction valable. Alors, je ne vous dis pas que le salarié sera au courant, mais en réalité, évidemment, partez du principe que toutes les lettres de licenciement, vous les envoyez en recommandé avec avis de réception, donc ça, typiquement, ne le suivez pas. Ce d'autant que la loi ne parle que de recommandé. Hein. C'est la jurisprudence qui a dit que, pour des raisons de preuve, on pouvait aussi le faire en main propre. Donc c'est la seule chose que je voulais vous signaler sur ce point-là, sur les formulaires CERFA. Donc, je vous, vous aurez le support, hein, donc vous pourrez vous y référer. Et de toute façon, elles sont évidemment dans le Code du travail maintenant. Hein, elles ont toutes été publiées. Ça, c'est important de l'avoir en tête parce que c'est complètement nouveau. On a, vous savez qu'une lettre de licenciement, bon, ça se motive. C'est-à-dire qu'on doit mettre en place, on doit écrire avec précision le motif du licenciement. C'est un peu moins le cas aujourd'hui, mais pendant longtemps, en fait, il y avait des négociations qui intervenaient entre l'employeur et le salarié, en particulier sur des motifs qui étaient un petit peu offensants, ou de vol, les salariés ont toujours peur que la lettre de licenciement puisse un peu être vue par d'autres personnes, et donc il y avait quelquefois des négociations qui intervenaient avec l'employeur, où on demandait des choses un peu édulcorées, dans le cadre d'un accord amiable, par exemple. Et c'est souvent dans ce cas-là, alors soit par ignorance complète de l'employeur, soit parce qu'il y avait une demande du salarié, qu'on se retrouvait avec des lettres de licenciement qui n'étaient pas bien motivées.
qui étaient insuffisamment motivés, voire pas motivés du tout. Parce que des lettres, moi j'ai déjà vu, j'en ai pas vu beaucoup, mais j'en ai vu, des lettres avec « je vous licencie pour motif personnel ». Bon, ça c'est le cas typique d'une lettre qui n'est pas motivée. Et la jurisprudence donc, de la Cour de cassation, qui a toujours des solutions, enfin, qui aime bien rajouter à la loi, elle a pris une position drastique. Elle a dit qu'une lettre insuffisamment motivée, ça équivalait ni plus, évidemment pas motivée du tout, ça équivalait ni plus ni moins qu'à un licenciement qui était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Donc dans l'ancien régime, ça voulait dire, pour les salariés de plus de 2 ans, 6 mois de salaire minimum. Donc c'était un peu violent. C'était un peu violent et on a voulu donner une sorte de petite souplesse à l'employeur qui, si d'aventure, il envoyait une lettre de licenciement qui n'était pas parfaite en termes de motivation, qu'il ait la possibilité de se rattraper. Et dans ces cas-là, on a... Alors ça marche pour tous les licenciements, hein, parce qu'on peut aussi avoir... Ça peut vous paraître peut-être un peu hallucinant qu'on puisse encore aujourd'hui faire des lettres de licenciement non motivées, mais quand on parle de licenciement économique, aujourd'hui vous mettez « je vous licencie pour motif économique », vous décrivez sur 2 pages toutes les difficultés que vous avez, vous pouvez être au bord de la mort, vous pouvez avoir des pertes depuis 10 ans, vous expliquez ça en détail sur 2 pages, et vous oubliez juste le mot, et on supprime votre poste, votre lettre de licenciement elle est insuffisamment motivée. Et donc, elle donne droit à tous les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Donc, ce n'est pas délirant aujourd'hui de penser qu'on puisse avoir une lettre de licenciement insuffisamment motivée. Donc, pour éviter ça, on a donné la possibilité à l'employeur de se rattraper. Alors, plutôt qu'un long discours, je vais vous montrer le petit schéma que j'ai établi pour essayer d'y voir un petit peu clair. Comment ça se passe? On commence à la notification du licenciement. Dans les 15 jours, le salarié a le choix. Soit il demande des précisions, soit il ne demande pas. L'employeur aussi a 15 jours. Dans les 15 jours, vous pouvez envoyer une deuxième lettre en disant « je vais vous préciser un peu ce que j'ai voulu dire ». Là, on ne peut se contenter que de préciser, donc d'en rester dans le même motif. L'employeur donc a 15 jours pour donner. Si je considère qu'il a envoyé sa lettre un peu précipitamment, il peut en envoyer une deuxième qui précise. Et le salarié, il peut également demander des précisions. S'il ne demande pas, s'il y a une insuffisance, là c'est ce petit carré, là c'est s'il existe. Il n'est pas passé, mais s'il existe une insuffisance de motivation, la seule chose à laquelle il pourra prétendre devant les tribunaux, c'est 1 mois de dommages et intérêts maximum. Ça n'a rien à voir avec un licenciement. Donc en gros, des dommages et intérêts comme si le licenciement était simplement irrégulier et non pas dépourvu de cause réelle et sérieuse. Donc, inutile de vous dire qu'à terme, tous les salariés, même devant des lettres de licenciement qui font 3 pages, tous les salariés vont demander évidemment des précisions. Ça paraît assez logique. Parce que s'ils demandent des précisions et que l'employeur n'apporte pas des précisions qui aboutissent à une lettre de licenciement suffisamment motivée, là, on se retrouve avec une absence de cause réelle et sérieuse. Donc voilà la logique de ce texte. La seule petite chose qu'on ne sait pas encore avec précision, par précaution, vaut mieux le mettre, dans les lettres de licenciement, est-ce qu'on doit ou pas informer le salarié qu'il a cette possibilité? Je considère que juridiquement, non. Donc la logique voudrait que je ne le mette pas dans la lettre de licenciement, mais comme je suis un peu peureuse, je continue à le mettre. Je pense qu'à terme, on va avoir des précisions et qu'on saura qu'on n'est pas obligé de le mettre. Donc on n'est pas obligé d'informer le salarié de ce droit-là. Vous savez tous également qu'il y a eu beaucoup de communication du ministre Pénicaud sur ce point-là, c'est-à-dire qu'on allait augmenter l'indemnité de licenciement de 25%. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé pour les 10 premières années. Il y a eu 2 choses qu'il faut retenir. D'une part, le taux, parce que vous savez que jusqu'à avant le 22 septembre, enfin avant le 26 plutôt, puisque là c'était par décret, on avait un 5e de mois par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans et un tiers à partir de 10 ans. Ça, c'était le régime antérieur. Ici, on est passé de 1/5 à 1/4 de mois par année d'ancienneté. Quasiment 95%
des conventions collectives, elles font encore référence souvent à l'ancien taux. Hein. Donc là, quasiment, la loi est majoritairement plus favorable que la plupart des dispositions conventionnelles. Hein. Donc il faut évidemment se référer à la loi. C'est à partir de 8 mois l'indemnité de licenciement légal. Hein. Et c'est plus 1 an, comme la plupart des conventions collectives. Alors on ne peut pas mixer. Hein. On ne peut pas mixer les 8 mois de la loi et les 1/3, par exemple, de conventions collectives. On ne peut pas mixer. Soit on applique toutes les dispositions de la loi, soit toutes les dispositions de la convention collective. Je crois que ce qui passe encore plus inaperçu, c'est l'arrondi au mois complet. Alors ça, c'est encore plus flagrant. Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus facile de calculer sur Excel ou sur les logiciels de paye d'avoir 10, alors c'est un truc qui ne tombe pas juste avec le 12e, mais 10,67 par exemple d'ancienneté. Bon, c'est plus facile de le calculer effectivement comme ça. Là, ce qu'il va falloir faire, c'est une autre formule, et je pense que les nouveaux logiciels de paye le feront. Il va falloir prendre en compte uniquement les mois complets, et non pas comme on le fait aujourd'hui, un peu par facilité, tous les jours en fait sur une année. En gros, on ne prend que les mois complets. Et on ne raisonne plus de date à date, en fait. Et on ne raisonne plus, voilà, et on ne raisonne plus de date à date. C'est ce que je voulais dire. Et j'apporte juste une précision, parce qu'on n'a pas encore trouvé de logiciel de paye qui nous calcule en automatique l'indemnité de licenciement quand on lui renseigne la date de fin et le motif. On doit le gérer forcément extra-paye et on le renseigne dans le logiciel après. Oui, il faut faire un tableau Excel en mettant effectivement le mois. Et d'ailleurs, même avant, hein, même quand les conventions collectives prévoyaient les mois complets, souvent on lâchait sur ces décimales qui étaient plus faciles à calculer. Bah oui, puis en plus, ça rend le calcul plus favorable aux salariés. Toujours. De temps en temps, à quelques dizaines d'euros près, on allait au plus pratique. Alors ça, c'est un petit rappel de ce que je viens de vous dire. Le barème d'indemnisation, vous imaginez bien qu'on va le voir juste après. L'insuffisance de motivation, on en a parlé. Ça, c'est important. Pour ceux et ceux qui ont des conventions collectives qui prévoient la consultation préalable d'une instance, typiquement un comité consultatif, il faut savoir que jusqu'à maintenant, la jurisprudence, elle était très sévère, puisque si vous ne faisiez pas cette consultation préalable, votre licenciement, il était ni plus ni moins que dépourvu de cause réelle et sérieuse. Donc 6 mois dans l'ancien régime. Aujourd'hui, ça ne sera qu'une procédure irrégulière, 1 mois de salaire maximum. Le non-respect de la procédure de licenciement, l'indemnisation, elle est exactement la même. Et pour le non-respect de la priorité de réembauche, on est passé à 2 mois de salaire minimum à 1 mois de salaire minimum. Non-respect de la priorité de réembauche, on est dans un licenciement économique, hein, là. Le fameux barème d'indemnisation. 2 barèmes en fonction de l'effectif de l'entreprise d'une part et l'ancienneté du salarié d'autre part. Vous n'avez pas tous les autres critères qui peuvent rentrer en ligne de compte, comme l'âge du salarié, sa situation personnelle, sa situation de famille, le nombre de mois qu'il est resté sans emploi. Toutes ces considérations-là n'entrent pas en ligne de compte dans le barème. Alors on se doute bien qu'un salarié qui a 30 ans d'ancienneté, il n'a pas 20 ans, mais en revanche, un salarié qui a 5 ans d'ancienneté, il peut en avoir 55 ou il peut en avoir 25. Ce sera le même barème qui s'appliquera. Ce n'est pas applicable dans tous les cas de licenciement, et je vous laisse imaginer que les avocats de salariés considèrent systématiquement qu'ils ne sont pas dans le barème d'indemnisation, pour des raisons que je vais vous expliquer. Souvent, ils ont tort. Et il y a toujours un minimum qui varie un peu et qui est moins élevé pour les entreprises de moins de 11. Ça apparaît très clairement dans le tableau. Et un maximum, en gros, vous êtes entre 1 et 20 mois de salaire. Ce qui est très important, c'est que dans ce barème, vous allez avoir la possibilité, le juge est tenu par ce barème. Il y a eu des velléités il y a des conseils de prud'homme, depuis 6 mois on en a vu, qui nous disaient mais de toute façon ce barème on ne l'appliquera pas, parce qu'on est contre, par principe, par idéologie. Ce discours est en train un peu de, comme le Conseil constitutionnel l'a validé, parce qu'évidemment la loi de ratification elle est passée devant le Conseil constitutionnel, il a été validé là-dessus parce que il y a eu juste 2 points très très mineurs qui ont été invalidés par le Conseil constitutionnel. Donc il l'a validé, donc là maintenant, je pense que les conseils de prud'homme vont l'appliquer, et les cours d'appel aussi. Ils ont la possibilité dans leur évaluation, parce qu'évidemment quand on est entre 3 et 15 mois, on a tout un champ. Vous avez la possibilité en fait de tenir compte, et ça c'est juste en dessous du tableau dans le Code du travail,
la possibilité pour le juge de tenir compte des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture. Évidemment, ça a donné lieu à des critiques sévères, puisqu'on a dit que ce n'est pas normal. Quand on verse une indemnité de licenciement à quelqu'un, ça n'a rien à voir avec une indemnisation. C'est lié à son ancienneté. Ce n'est pas exactement ce que le législateur a voulu dire, en fait. Donc, pour calmer tout le monde, il a enlevé l'indemnité légale. Vous remarquerez qu'il n'a pas enlevé l'indemnité conventionnelle, qui est souvent supérieure, Syntec par exemple. Et ce qu'on vise aussi, c'est l'indemnité contractuelle. Vous avez quelqu'un qui a un parachute d'1 an, donc qui est dû, même si il est licencié. On va donc regarder à la fois son indemnité conventionnelle, on va regarder son indemnité contractuelle, et on va pouvoir demander au juge d'en tenir compte quand il va appliquer son barème. Il n'est pas obligé de le faire, mais en tout cas, on peut le demander. Donc c'est pour ça qu'on risque d'avoir, dans certains cas, une sorte de grignotage du maximum du barème, que je vais vous montrer dans un instant. Et également, toutes les indemnités dont on a parlé tout à l'heure, les indemnités, les dommages et intérêts pour procédure irrégulière, les indemnités pour non-respect de la priorité de réembauche, toutes les indemnités pour le non-respect d'une non-consultation d'une instance, tout ça, elles seront prises en compte dans le barème aussi. Donc tout ça, ça a pour effet, en fait, encore une fois, de faire baisser ce maximum. Voilà le barème, je pense que vous l'avez tous vu, hein. De 0 à 30 ans d'ancienneté. Donc par exemple, la logique, c'est que jusqu'à 6 ans, c'est plus 1 mois. Donc 1 donne 2, 2 donne 3,5, pardon. Je croyais que ça marchait, mais en fait, ça ne marche pas pour celui-là. 3 donne 4. Et après, il faut se référer au barème. On ne le connaît pas encore tous par cœur. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que pour les petites entreprises, le minimum est un peu plus bas. Mais ici, mais le maximum est le même. Hein. Ça donne quoi ? Un exemple avant-après, c'est assez simple. Hein. Vous prenez un salarié de 5 ans, licencié économique, une entreprise qui n'a pas organisé d'élection professionnelle pour mettre en place son CSE ou son comité d'entreprise ou ses délégués du personnel, et qui a en plus violé la parité de réembauche. Avant, on était à 9 mois minimum. Aujourd'hui, on est entre 3 et 6 mois maximum. Même exemple avec un salarié de 7 ans d'ancienneté, on passe de 6 mois minimum à 8 mois maximum. Donc effectivement, dans la pratique, et on le voit déjà, hein, parce que dans la négociation des post-licenciement avec les avocats, on s'envole moins vers des 2 ans de salaire systématiques quand on essaie de trouver un accord amiable. La tendance et l'effet pervers, c'est que dans les négociations, les avocats de salariés ont toujours tendance à penser que c'est le maximum qui doit s'appliquer pour eux. Voilà, c'est ce qu'on a remarqué depuis 6 mois. D'abord, ils ont commencé par dire que ça ne s'appliquait pas. Et effectivement, il y a des cas où ça ne s'applique pas. Cela, par exemple, quand on est dans un licenciement nul, et non pas seulement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Pardon, c'est là. Tout ce qui est harcèlement moral, salariés représentants du personnel licenciés sans autorisation, femmes enceintes licenciées pendant les périodes de protection, inaptitude professionnelle. Tous ces cas-là, c'est effectivement des licenciements qui sont nuls et non pas abusifs. Et dans ce cas-là, la règle avant, c'était que le salarié avait le droit à 12 mois de salaire minimum. Alors là, il n'y a pas de barème maximum, mais en revanche, on a divisé par 2 le minimum, ce qui change quand même fondamentalement les risques. C'est quand même plus confortable. On est à 6 mois et non plus à 12 mois. Donc, ce barème, il s'applique en cas de licenciement et également en cas de prise d'acte ou de résiliation judiciaire. Vous savez tous qu'un salarié peut prendre acte de la rupture, c'est-à-dire qu'on dit qu'il s'auto-licencie. Ce n'est pas exactement le cas, mais il peut dire, voilà, c'est moi qui romps mon contrat de travail, mais c'est de votre faute, à vous, employeur, qui avez fait un manquement. Et dans ce cas-là, il va devant le Conseil de prud'homme pour demander au juge de constater que son licenciement est abusif. C'est la même chose en cas de résiliation judiciaire, sauf que là, il ne rompt pas son contrat de travail, il reste employé par vous, et il demande au tribunal de rompre son contrat de travail. Mais l'esprit est le même. Donc si vous avez commis des manquements suffisamment graves, vous risquez effectivement, parce que le salarié a pris acte de la rupture ou a fait une demande de résiliation judiciaire, de devoir faire comme si vous l'avez licencié
sans cause réelle et sérieuse. Hein. Le juge ne pourra pas dire dans 2-3 ans, oui, il a été licencié, mais pour une cause réelle et sérieuse. Non, il ne pourra que dire, soit il est démissionnaire, parce que vos manquements, vous avez peut-être eu des manquements, mais ils ne sont pas suffisamment graves, soit il est licencié, et ce licenciement est abusif avec tout ce qui s'ensuit. Hein. Le barème, éventuellement le barème à 6 mois minimum, le barème et l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, et comme un licenciement abusif en fait. Et l'indemnité de licenciement, bien entendu. Donc ça, on a vu hein, que les indemnités qui étaient prises en compte par le juge, c'était l'insuffisance de motivation, les indemnités de licenciement au sens large, sauf l'indemnité légale, et l'indemnité versée pour la violation de la procédure. La procédure d'inaptitude, retenez juste que l'obligation de reclassement, et ça va être le cas tant pour la procédure d'inaptitude que pour la procédure de licenciement économique, vous n'avez plus de reclassement à l'étranger. Vous n'avez plus de reclassement à l'étranger, et le groupe, on a une définition dans le Code du travail du groupe qui a été calée avec la définition du Code de commerce. Notez également qu'en termes de santé et de sécurité, il y a une visite de fin de carrière qui est obligatoire pour les salariés qui ont eu un suivi médical renforcé au moment du départ en retraite, qui pèse donc sur le dernier employeur. Donc au moment d'un départ en retraite de salarié, vérifiez bien, on attend le décret, hein, parce que vous allez me dire comment on sait qu'il a eu un suivi médical renforcé. On va avoir des précisions, mais gardez-le en tête, un salarié qui part à la retraite, vous pouvez avoir des obligations qui pèsent sur vous en termes de visite médicale. Le motif économique, alors ça va tout changer. Ça va tout changer puisque et le reclassement et le motif s'appliquent en France. Et non plus comme avant, dans le même secteur d'activité, dans toutes les entreprises, à l'étranger. On avait une entreprise, une multinationale qui avait par exemple de l'édition. Si elle avait d'autres entreprises dans le monde qui faisaient l'édition, il fallait comparer les comptes consolidés, qu'on n'avait jamais en général. Donc on faisait des licenciements souvent un petit peu... on était un peu craintif. C'est fini, sauf fraude. Je vous dirai après ce que ça veut dire. C'est au niveau de la France, dans le même secteur d'activité, qu'il faudra apprécier le motif économique. Sauf fraude, c'est ce qu'avait dit Pénicaud dès le départ, en disant, bien entendu, si tout est fait pour que les difficultés soient qu'en France, si tout ça a été construit, évidemment, le motif de licenciement pourra être pris, le motif économique pourra être pris au niveau mondial. Mais il y avait un autre texte qui était prévu, qui a été ajouté. Notez juste que le sauf fraude est parfaitement inutile, parce que de toute façon, quand il y a une fraude, de toute façon, ça peut avoir une incidence sur le texte. Donc, c'était pas utile de le mettre, c'est mis, et on se doutait effectivement que s'il y avait une fraude, on pouvait revenir à la situation précédente. Je vous ai dit que la définition du groupe, elle avait été unifiée. Donc on a bien les entreprises dominantes et les entreprises qu'elles contrôlent. On sait enfin ce que c'est qu'un groupe. On sait enfin ce que c'est qu'un secteur d'activité. Ça paraît normal, mais il faut quand même savoir que jusqu'à maintenant, jusqu'au mois de septembre dernier, on n'avait pas de définition du groupe. C'était donné à l'appréciation des tribunaux. On n'avait pas de définition du secteur d'activité. Donc ça fait quand même des changements majeurs. Et encore une fois, on est dans une optique de sécurisation. On sait de quoi on parle et on sait ce qu'on va devoir appliquer comme règle à l'avenir. L'obligation de reclassement, vous voyez ce que c'est? C'est avant de licencier quelqu'un, pour motif économique, on regarde s'il n'y a pas d'autres postes qui pourraient lui convenir. On était rentré dans une procédure extrêmement complexe ces dernières années avec le reclassement à l'étranger. Parce qu'évidemment, on n'osait pas proposer des postes qui étaient 2, 3, 10 fois moins bien rémunérés dans d'autres pays qui étaient à l'étranger. Donc, il y a 5 ans, il fallait proposer tous les postes disponibles qui pouvaient aller aux salariés, sachant que ces postes peuvent être d'une catégorie inférieure. Donc, le salarié avait toujours la possibilité de dire « Ah, vous ne m'avez pas proposé ce poste-là, mais si vous me l'aviez proposé, je l'aurais pris ». Et dans ce cas-là, le licenciement était abusif, puisque la violation de l'obligation de reclassement entraîne un licenciement abusif. Maintenant, on est en France... On n'a plus d'obligation de rechercher. Et en plus, ça reste plutôt aux grandes entreprises qui ont beaucoup de postes disponibles, qui ont toujours une sorte de bourse de liste d'emplois, souvent sous intranet,
des postes disponibles dans le groupe, on va pouvoir, dans certaines conditions, ici, là, les diffuser et renvoyer le salarié à cette bourse d'emploi ou à ces offres disponibles. Ce qu'on ne pouvait pas faire avant le mois de septembre. C'est-à-dire qu'une entreprise, elle le faisait, parce qu'elle n'avait pas matériellement la possibilité de le faire autrement, mais en réalité, ce n'était pas régulier. Parce que ce que voulait la jurisprudence jusqu'à maintenant, c'était des listes, des propositions de postes individuelles, précises, écrites. Donc c'était infaisable. Donc elles ne le faisaient pas, elles étaient en danger. Elles ne le sont plus aujourd'hui, elles peuvent fonctionner comme ça. Pour les autres, on continue à faire des offres personnalisées à chaque salarié en leur donnant les caractéristiques essentielles. Et on sait enfin, parce que la jurisprudence ne nous l'avait pas donné, qu'il faut mettre dans ces postes le descriptif, l'intitulé du poste, le descriptif, le nom de l'employeur quand on change d'employeur, la nature du contrat, CDI, CDD, le lieu géographique et le niveau de rémunération. Vous voyez que ce n'est pas forcément la rémunération, c'est le niveau de rémunération. Donc on sait ce qu'on met maintenant dans ces offres personnalisées. La situation est beaucoup plus simple qu'avant. Je vais peut-être passer rapidement sur la rupture conventionnelle collective. Retenez juste une chose, c'est qu'elle doit être faite par accord collectif, avec les délégués syndicaux ou avec d'autres partenaires comme on l'a vu, et qu'elle ne peut pas être imposée par l'employeur. Donc les tollés qu'il y a aujourd'hui des organisations syndicales qui disent oui, c'est une façon de se débarrasser des salariés, si les salariés disent non, ils ne partent pas dans le cadre d'une rupture conventionnelle collective. C'est le même principe qu'une rupture conventionnelle individuelle. Et sachez aussi qu'une rupture conventionnelle collective, ce n'est pas du tout dans la partie des licenciements économiques. Donc ça veut dire qu'on peut faire aujourd'hui, on peut mettre en place une rupture conventionnelle collective sans avoir de difficultés économiques. Ça a été complètement enlevé, ça a été mis dans la partie juste après la rupture conventionnelle individuelle. Et le schéma, il est très simple, en apparence. En fait, la partie compliquée, elle est là, vous voyez, c'est quand je mets une fois conclu, toute la partie, elle est là dans la négociation. C'est là que ça va être compliqué. Mais sinon, la procédure de validation, elle est très simple. Vous envoyez l'accord à la directe. Il a 15 jours, comme une rupture conventionnelle ordinaire, pour se prononcer. Et le contrat des salariés volontaires, il est rompu d'un commun accord si la directe se prononce de façon favorable. Et si elle rend un avis négatif, il faut recommencer tout le processus de négociation et de conclusion de l'accord collectif. Donc ce n'est pas tant la procédure qui est compliquée que plutôt la procédure de négociation de l'accord qui portera rupture conventionnelle collective. Le télétravail. Alors après bien des tergiversations, puisque depuis, il y a eu un grand émoi le 22 septembre quand on a eu le nouveau texte, c'est que pendant 6 mois, on a pensé que le télétravail permanent ne pouvait pas être mis en place dans une entreprise lorsqu'on n'avait pas de charte ou d'accord collectif. Et c'était effectivement la règle, donc ça veut dire que c'était un peu gelé depuis les 6 derniers mois. C'est-à-dire que le texte avant, c'était ça. C'était mise en place par accord collectif ou par une charte de l'employeur après avis du CSE. Et possibilité de formaliser par tout moyen pour le télétravail occasionnel, uniquement. Donc ça voulait dire que dès qu'il y avait un salarié qui voulait faire un télétravail permanent, on lui disait bah oui, mais on n'a pas encore de charte. Ou alors on n'a pas encore d'accord collectif, donc on ne peut pas vous dire oui. Et l'occasionnel, c'est l'occasionnel, hein, c'est-à-dire un épisode de pollution, la neige. Un jour de grève. Un jour de grève, typiquement. Là, on pouvait le faire par tout moyen, on pouvait faire un échange de mails. Mais pour le permanent, quelqu'un qui dit moi j'aimerais bien plus travailler le mercredi, plus travailler dans l'entreprise le mercredi. Non, on travaille. ou faire la moitié de mon temps en travail à domicile, un travail à domicile ou télétravail. Là, on ne pouvait pas dire oui tant qu'on n'avait pas mis en place cet accord collectif ou cette charte. C'est plus le cas. Vous pouvez faire en gros comme avant. C'est-à-dire que vous pouvez mettre en place votre télétravail par avenant. Puisque on a étendu, donc ça c'est la loi de ratification, donc ça date de même pas un mois. Hein. Elle est en place, ça fait 3 semaines qu'on a cet éclaircissement et ça fait 6 mois que tout le monde s'inquiète. Mais là c'est fini, on ne s'inquiète plus, on peut mettre en place le télétravail tranquillement. Vous avez peut-être noté aussi, je ne sais pas si vous l'avez vu, que pour vos CDD, vous savez qu'il y a une sanction qui était monstrueuse si vous ne transmettiez pas le CDD dans les 2 jours ouvrables, puisqu'il y avait une requalification possible automatique en CDI. Ce n'est plus le cas. Vous n'avez plus cette sanction
si vous ne le transmettez plus. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit plus être signé, hein. Donc vous avez une petite souplesse, mais vous devez continuer quand même à avoir un CDD signé. Mais si vous le signez une semaine après, c'est bon, vous n'avez pas cette sanction automatique qui était dramatique, hein, parce que vous arriviez devant le Conseil de prud'homme avec un CDD non signé, vous aviez quand même des grands moments de solitude, hein. Vous n'aviez aucune possibilité pour avoir un CDD valable. Et ça arrivait très souvent que le salarié ait le CDD, mais qu'il ne l'ait jamais signé ou qu'il ne voulait pas transmis. Donc c'est fini, maintenant vous avez un peu plus de temps. Vous avez toujours l'amende quand même qui est applicable, parce que ça reste quand même une obligation légale de le transmettre dans les 2 jours. Et gardez aussi en tête que la branche peut fixer des règles différentes, hein. Vous vous souvenez, dans votre bloc 1, vous aviez des choses sur les CDD. Donc méfiez-vous, regardez bien, ne vous fiez pas à vos habitudes en matière de CDD, regardez votre branche. Et sachez que s'il n'y a rien, en gros, on revient à ce qu'on connaît, les 18 mois, les 2 renouvellements maximum. 18 mois dans le cas général, hein. Vous savez qu'il y a d'autres CDD où c'est 9 mois, 12 mois. Enfin, en 2020, est-ce qu'on va avoir un code du travail numérique? Oui. Et c'est terminé. Alors, ce code du travail numérique, donc, on peut leur faire confiance, hein. Ils ont tenu tout leur délai jusqu'à maintenant. Donc, en 2020, on aura un code du travail numérique qui vous permettra de chercher vos droits en tant que salarié ou en tant qu'employeur. Et j'en ai terminé.